Bonsoir à tous. Voilà, je vois que vous êtes en ligne. Nous venons d'ouvrir la salle virtuelle. Donc, je pense que voilà, petit à petit, les personnes inscrites vont rentrer dans la salle virtuelle. Donc, je vous propose, pour leur laisser un petit peu de temps, de me dire peut-être d'où vous êtes géographiquement sur le chat, sur la droite. Voilà, si vous voulez, ça nous donnera un petit peu de temps pour que les personnes qui sont inscrites puissent nous rejoindre dans cette grande salle virtuelle. Donc, si vous nous dites, voilà, d'où est-ce que vous nous écoutez, s'il vous plaît. Voilà, c'est normal si vous ne voyez pas les messages des autres. Hein, il n'y a que, du coup, Claire et moi qui pouvons les lire. Alors, j'ai Bordeaux, première personne. Okay. De Lyon. Voilà, un petit tour de France, de Navarre, je pense. Donc, Lyon et Bordeaux pour l'instant. Paris, deux Parisiens. Une Parisienne, un Parisien. Super. Bruxelles. Perpignan. Le sud, ça y est, là, je suis partie. Alors, Charleville-Mézières, Val d'Oise, Strasbourg, encore deux personnes du Val d'Oise, Grenoble, la Belgique. Super. Angoulême, près de Bordeaux. Voilà. Super. Bon, je pense que nous allons commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, nous allons tranquillement commencer. Donc voilà, bienvenue vraiment officiellement à tous, vous tous, parents, grands-parents, membres de la grande famille neuroatypique qui nous écoutez. Voilà, c'est ce soir le 3e webinaire organisé par la maison d'édition du Rocher. Chaque mardi jusqu'au 15 décembre, je vous propose de rencontrer avec moi des auteurs sur des sujets aussi divers que les éoliennes, qui seraient la face noire de la transition écologique, la solidarité intergénérationnelle, le rôle des aidants, et je peux même vous emmener à la rencontre d'organes de notre corps, donc comme les reins, avec une néphrologue, ce sera bientôt, et le foie. Et ce soir, nous allons parler de neurodiversité. Claire Street, je pense que ce qu'on peut déjà dire sur vous, en tout cas moi c'est ce qui m'a marqué quand voilà, je vous ai rencontré un peu virtuellement, c'est que vous vivez votre rêve. Alors voilà, quelqu'un qui vit son rêve, déjà on se dit j'ai envie de l'écouter. Vous êtes vous-même dyslexique, dyscalculique et haut potentiel. Et ce qui est clair, c'est que vous vivez pleinement votre multipotentialité. Formée en neurosciences, communication non violente, conception de blended learning et médiation, vous êtes consultante, formatrice et coach en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Très impliquée dans les questions de pédagogie innovante, vous intervenez auprès des entreprises, des particuliers et des familles. Vous avez même monté un one-woman show qui s'intitule « C'est décidé, je deviens moins con ». Voilà, donc ce soir, nous allons parler ensemble de l'auto-coaching en famille avec des enfants neuroatypiques. Parce que être neuroatypique, c'est une histoire de famille, vous me le disiez, hein, la science a prouvé que la diversité cognitive était héréditaire. Mais finalement, comment vivre avec ces enfants, avec des enfants extraordinaires? Dans votre livre « Ingérable ou atypique » que j'ai ici, on pourrait penser ingérable et atypique aussi, je ne sais pas. Vous nous offrez une foule de clés et de ressources pratiques. Ce soir, vous allez nous en partager certaines et surtout répondre à nos questions, à nous qui sommes réunis pour vous écouter. Voilà, donc concrètement, je vais vous laisser la parole pendant un petit quart d'heure et pendant ce temps, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez voulez bien nous poser sur le chat. Voilà, j'essaierai de sectionner celles qui reviennent le plus souvent. Voilà, si nous en avons trop, en tout cas, on va essayer de faire comme ça. Généralement, on arrive quand même à répondre à la plus grande partie des questions. Voilà. Donc, eh bien, ah oui, et puis le webinaire est enregistré pour ceux qui se posent la question. Donc, probablement dès ce soir, dès demain en tout cas, vous pourrez, avec votre adresse mail d'inscription, accéder à l'enregistrement de ce webinaire et donc prendre des notes si vous en avez envie. Voilà. Claire, à vous. Merci beaucoup Lucie, merci pour cette magnifique présentation. J'aime beaucoup la façon, voilà, dont je vais prendre des notes, vous réécouter au replay,
prendre des notes pour me présenter comme ça. Je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire ce soir. Merci aux éditions du Rocher d'offrir cette opportunité d'échange avec vous tous ce soir. Donc, bravo, merci. Bonsoir à tous ceux qui viennent. J'ai entendu de Strasbourg, de Lyon, de Paris, de la Belgique. Il me semble qu'il y a même un peu de Canada qui doit se balader maintenant ou en replay. Donc, merci d'être là. Merci d'être présent. Alors, oui, je fais partie de la famille des personnes extraordinaires en 2 mots, je l'espère en 1 mot aussi maintenant. Et ça fait, comme j'aime à le dire, ça fait plus de 40 ans que j'expérimente ce que c'est que d'être neuroatypique, grande expérimentation. Et ça fait plus de 20 ans que professionnellement, j'accompagne les personnes neuroatypiques, sauf que ça fait que 2 ans que je le sais en fait, parce que j'avais jamais fait le lien entre toutes les personnes avec lesquelles je travaillais et ce que je faisais en réalité. J'ai décidé officiellement de prendre cette casquette d'experte dans tout ce qui est profil neuroatypique. Donc, vous le savez, les personnes avec des troubles dys comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, les personnes avec un TDAH, donc les troubles de l'attention, les personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, ce qu'on appelait avant les Asperger, et puis les personnes au potentiel. Tout ça, tout ce qui ne rentre pas dans les cases, j'allais dire, et puis vous saupoudrez tout ça d'un peu d'hypersensibilité et vous avez, voilà, les tribus extraordinaires dans lesquelles chacun et chacune vous êtes en train de vivre. Et il y a 3 ans, on m'a demandé de témoigner en fait sur mon parcours. D'habitude, on me demandait toujours d'intervenir pour ce que je savais. Et il y a 3 ans, on m'a demandé d'intervenir pour qui j'étais, ce qui a énormément changé de choses. En plus, vous l'avez entendu, je suis au potentiel, donc c'est objectif, atteindre l'objectif, réussir l'exercice, voilà, parler de moi. Mon Dieu, mais non, il y a quoi à apprendre, il y a quoi à maîtriser comme compétence pour parler de moi sans être un imposteur, sans jouer 12 000 rôles, en assumant, comme vous l'avez souligné Lucie tout à l'heure, ma multipotentialité, en essayant d'être authentique. Ça m'a fait des nœuds au cerveau, clairement, d'essayer de me dire, ok, on attend de savoir moi, qui je suis devenue, comment je l'ai fait, parce qu'on pense que ça va pouvoir faire du bien à des jeunes, en fait. Et je me suis retrouvée exactement dans la même posture que celle que j'avais eue avec mes élèves, parce que j'ai enseigné pendant presque plus de 12 ans. Et vous savez, ces petits moments, s'il y a certains enseignants parmi vous, ce petit moment où vous faites une aparté en cours, oui, tu sais, moi j'ai vécu ça aussi, et puis je m'en suis sortie comme ça, et moi aussi je fais des fautes d'orthographe, et pourtant là j'enseigne le français, et ça va bien se passer. Cette intimité, en fait, de comment dire, de qui on est, de comment ça fonctionne dans nos têtes, de nos voix off, comme j'aime à le dire, je l'ai sorti devant 50, 60 de personnes et j'ai expliqué qui j'étais, comment ça fonctionnait chez moi et comment j'en étais arrivée là. Et il s'est passé quelque chose de magique où il y a eu une grande émotion et je me suis rendu compte que c'était ça qui était important. C'était pas tout ce que je savais en fait. Je peux encore apprendre des milliards de choses, mais c'était qui j'étais pour pouvoir le transmettre et dire, hey, moi, je m'en suis sortie. Moi, je vais bien. Comme vous l'avez dit, je vis mon rêve et je suis dans une gratitude quotidienne de me dire waouh, mais j'en suis arrivée là et je peux vivre ça et j'aide plein de familles à vivre ça et je m'estime extrêmement privilégiée. Alors oui, il y a ce nouveau livre, Ingérable ou atypique, ingérable et atypique, à mon avis, oui, ça arrive pas mal dans certaines familles, accepter et accompagner les enfants différents. J'interviens beaucoup au niveau des familles. Avant, bien sûr, j'accompagnais les jeunes qui étaient en difficulté, notamment, c'est toujours avec l'entrée, j'allais dire, des difficultés d'apprentissage, parce qu'on voit souvent par le biais de l'école que là, il y a un problème pour apprendre, il y a un problème pour compter, il y a un problème pour rester assis, il y a toujours un problème. Et au bout d'un moment, j'ai plus du tout été satisfaite d'intervenir pour régler des problèmes. J'avais vraiment envie d'apporter du décodage, en fait, d'arriver à faire en sorte que dans la famille, les gens réussissent à vivre ensemble avec les spécificités de chacun. Comme évoqué tout à l'heure, on sait que tout ce qui est neuroatypicité est héréditaire. Donc, quand vous avez un enfant atypique dans la famille, il y a forcément un des parents ou des grands-parents ou oncle et tante qui l'est. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui se vit en famille. Bien souvent, la plupart d'entre vous, vous avez plusieurs enfants atypiques. J'avais envie, avant peut-être de répondre aux premières questions, de vous faire un partage. Je pourrais vous parler de ma vie tout le temps, pas forcément intéressant. Je pourrais vous résumer le bouquin, c'est ce qu'on va faire, je vais vous donner des clés par rapport à tout ça. Mais j'avais surtout envie de vous dire merci et de vous parler de vous. Je reçois beaucoup de mails et depuis la sortie du livre, j'en reçois encore davantage, des témoignages de parents. Et j'avais envie de vous partager, de vous offrir ces témoignages de parents et de savoir si ça résonne chez vous.
Donc, je me suis permise de les imprimer parce qu'il y en avait quelques-uns, j'en ai sélectionné. Et j'ai envie vraiment de vous les lire comme ça avec toute l'hypersensibilité dont je suis capable pour vous transmettre ces réalités de parents et savoir si ça résonne chez vous ou pas ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre réponse. J'avoue que cela me touche, je n'y attendais pas du tout. Et je suis contente que mon avis vous ait fait du bien. Mon fils a 15 ans et demi, déscolarisé depuis 2 mois, différent depuis toujours, hypersensible. Nous avons entendu tous les diagnostics. Psychose, psychopathe, HPI, son QI est hétérogène, évalué seulement à 123, mais quelque chose clochait toujours dans les hypothèses. Un diagnostic de TDAH sans hyperactivité a été posé fin 5e avec un gros trouble anxieux. TCC sans amélioration, Ritaline qui a majoré l'angoisse, puis trouble de conduite avec de la violence physique. Hospitalisation en juin pour psychose. Dose de cheval de neuroleptique, aucune amélioration. Mon enfant est un zombie. Médecin, j'ai transmis mes doutes sur ce diagnostic car aucune cassure dans son comportement ni hallucination. Doute entendu par le psychiatre du service et appel du médecin du CRA qui a rassemblé les pièces du puzzle et a totalement éliminé le diagnostic de psychose et évoqué très fortement un TSA, donc trouble du spectre autistique. Le reste du bilan sera fait la semaine prochaine. Actuellement, ado qui a découvert le pouvoir de la violence, des aides réelles se construisent en libéral. Il voit un psychologue, une éducatrice. Je suis un peu formée aux neurosciences moi aussi et je travaille plutôt sur le psychotrauma et sur les systémies. Mais je ne comprends pas parfois son mode de communication quand certains mots peuvent entraîner des réactions vives. Par exemple, quand je lui dis que c'est un enfant alors qu'il s'estime beaucoup plus adulte. Et il n'arrive pas à cerner les contextes dans lesquels les phrases sont dites ou des problèmes d'interprétation de regard d'autrui. Il m'a cherché, il m'a provoqué. Le raisonnement ne l'atteint pas. Ne pas être d'accord avec son interprétation à ce moment est vécu comme un rejet de lui-même et donne lieu à de la violence et une poursuite de discussion jusqu'à ce qu'on dise qu'il a raison. Là, par contre, je vais voir comment m'en servir avec le mot magique. Je vais voir comment m'en sortir avec le mot magique dont vous nous avez parlé. Je vous remercie de m'avoir lu. Ce n'est vraiment pas facile tous les jours. Autre témoignage. Je suis une maman de 48 ans d'un garçon de 9 ans et demi en CM1. Nous habitons dans le sud. Mon garçon fait partie d'une famille recomposée. C'est mon premier et dernier enfant. Pour mon mari, 52 ans, donc son père, c'est le 4e. Il y a auparavant un garçon de 27 ans, une fille de 22 ans et un autre garçon de 21 ans. Tous adorent leur petit frère. En CE1, j'ai remarqué que mon fils présentait des caractéristiques qui ressemblaient au TDAH, mais j'en étais pas sûre. Je lui ai fait faire plein de batteries de tests. Le résultat était négatif. Il présentait des symptômes de dyspraxie, mais les spécialistes refusaient de se prononcer. Il y a que l'ergothérapeute qui a accepté de poser un diagnostic. Après plus d'1 an de suivi en tout genre, pédopsie, orthophoniste, etc., psychologue, psychomotricien, j'ai décidé de tout laisser tomber. Il fallait entre 4 et 6 heures par semaine, beaucoup trop pour lui et pour moi. J'ai changé de perspective pour affronter ces difficultés. Il a commencé par faire une intégration des réflexes archaïques et continué avec une ergothérapeute pour lui apprendre à écrire correctement. Les progrès sont extraordinaires et lui-même est super fier. Je pressens cependant qu'il n'y a pas que ça. Il a des réactions qui seraient plus près d'un spectre autistique. Comme pour le TDAH, je ne dis pas que c'est ça, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il ne sait pas exprimer sa colère, il hurle sans savoir s'expliquer. De nature très joyeuse, rarement en colère et pas plus de 5 minutes. Il ne connaît pas trop ce sentiment. Il met volontiers ses vêtements à l'envers. Le temps pour lui est une notion, un concept. Se décider est un souci pour lui car il a peur de faire de la peine. Il ne se rend pas compte de l'espace qui l'entoure. Il n'est pas rare qu'il se trouve sur vos pieds sans qu'il s'en aperçoive. C'est un enfant d'une gaieté, d'une joie de vivre sans faille. Sa créativité, son imagination le mettent en décalage par rapport à ses congénères. Il est souvent perçu comme un marginal, un fou qui vit dans sa bulle. Il aime aussi provoquer et accentuer cet aspect loufoque. Il veut créer une réaction. Il souhaiterait être aimé de tous et bien souvent s'y prend très mal. Il sait cependant qui il est et il l'assume. Il ne se sous-estime pas. Si je devais exprimer ma propre souffrance, c'est que je vois que mon fils est différent et qu'il ne s'agit pas seulement de dyspraxie. Où aller, qui voir pour avoir une vraie réponse? Les différents spécialistes vus ne savent pas me répondre et bien souvent oublient ma question pour répondre à côté vers un terrain qu'ils connaissent mieux. L'école n'avait rien vu non plus. Une fois qu'ils ont eu la preuve sous les yeux avec les différents bilans, ils ne voulaient pas y croire parce qu'il fait partie des meilleurs élèves. Pour eux, atypique est synonyme d'échec scolaire et de violence. Bref, nous sommes perçus comme des parents qui en font trop et veulent surprotéger leurs petits. Merci d'avoir lu ce message très long et ça me tenait à cœur de vous exposer ma situation. La réalité, c'est qu'au début, on se sent démuni, on ne sait pas vers qui se tourner. Est-ce qu'on va arriver? Est-ce que les autres vont comprendre? Est-ce qu'on va avoir le soutien de l'entourage et de l'école?
Aujourd'hui, je me rends compte de la chance qu'on a eue. L'école nous a toujours soutenus et accompagnés. On est tombé sur des professionnels compétents et à l'écoute. Notre quotidien s'est amélioré. Nos enfants sont bien dans leur basket. C'est pas facile tous les jours, surtout en cas de crise. Autre témoignage. La solitude, se battre seul pour trouver les réponses et les solutions. Le regard accusateur ou le mépris de la société. Le prix exorbitant des tests non remboursés qui représentent un frein au diagnostic. La défaillance du système éducatif pour ces enfants. La non-compétence ou formation des enseignants psychologues. Notre enfant a été évalué comme enfant précoce. Par chance, il n'est pas 10 ou turbulent. Il est au contraire très calme et hypersensible et a une grande peur de l'échec. Comment le rassurer? Quels sont les outils pour gérer cela, pour l'aider à avoir confiance en lui? Mon fils a 20 ans aujourd'hui, mais son parcours scolaire n'a été que souffrance et phobie scolaire, allant jusqu'à tentative de suicide et à la déscolarisation totale en fin de lycée. Heureusement, il a été bien accompagné par des professionnels extérieurs à l'école et il s'en est sorti. Il a son bac et est en école d'ingénieur. Et c'était son rêve depuis qu'il a 8 ans. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis toujours touchée et émue de recevoir vos témoignages, à quel point chaque mot, en tout cas chez moi, vibre profondément. Et si mon livre commence par une lettre aux parents dans lesquelles je vous dis bravo et merci, c'est véritablement parce que je vous admire, vous, parents de personnes extraordinaires, comme j'aime à le dire, d'arriver à être présent et être là au quotidien. Et que je me dis que si je peux vous donner un coup de pouce, si on peut faire en sorte que avec vos enfants, ça matche, ça se passe bien, que vous puissiez déposer votre culpabilité, poser un peu tout ce poids que vous avez sur les épaules, je suis heureuse de pouvoir être là avec vous. Merci Claire. Alors, les questions arrivent déjà. Donc, question, comment accompagner l'enfant hypersensible, accueillir les hauts et bas des émotions, comment gérer les tempêtes émotionnelles de mon hypersensible, et surtout quand on est soi-même une maman hypersensible en mode, elle me dit, éponge à ses émotions. Voilà, ça c'est 2 questions qui du coup se rejoignent. Hein. C'est comment accompagner un enfant hypersensible dans ses émotions. Alors dans les ascenseurs émotionnels effectivement qui sont très très intenses, hein, vous le savez, si vous avez un enfant hypersensible, d'un coup il est très 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 heureux et 5 minutes après ça peut partir dans des hurlements. En fait, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que je pense que vous en êtes conscient, pour la plupart d'entre vous, votre enfant ne le fait pas exprès. Ce n'est absolument pas un caprice ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a tellement de stimuli en fait qui arrivent en même temps au niveau du cerveau à traiter sur toutes les informations qu'il y a autour, qu'il est submergé par tout ça, et il est submergé par l'émotion et il ne sait pas la décoder. On sait que dans les cerveaux neuroatypiques, il y a plus de connexions à un organe qu'on appelle l'amygdale, et l'amygdale dans le cerveau, c'est ce qui permet de filtrer, c'est ce qui est, c'est ce qui est relié aux émotions. On dit souvent des personnes hypersensibles qu'elles sont sans filtre. Et oui, en fait, anatomiquement, nous sommes absolument sans filtre, pour le meilleur et pour le pire, comme vous pouvez le voir au quotidien. Alors, comment le faire? Je commençais par la fin de la question. Quand vous êtes vous-même une maman ou un papa hypersensible, déjà, c'est être en phase vous-même avec vos propres émotions. Effectivement, si vous êtes une éponge, mais vous allez prendre cher, vous allez morfler, et ça va être vraiment super difficile de mettre la juste distance, parce que chaque émotion de votre enfant va venir résonner en vous, et si vous ne savez pas passer outre, votre enfant qui lui-même est une éponge à votre propre émotion, vous voyez le truc, vous le vivez à la maison, ça grandit, c'est compliqué de part et d'autre. Donc la première chose à faire, j'allais dire, c'est déjà de prendre soin de vous par rapport à votre réalité émotionnelle. Si vous êtes hypersensible, pour moi, vous faites partie des personnes chanceuses, parce que on voit le monde vraiment d'une façon différente. On a cette capacité de ressentir tout ce qui va et ce qui ne va pas bien. Vous l'avez entendu dans les témoignages de parents, il y a beaucoup de « je ressens qu'il y a quelque chose d'autre » et vous ne vous trompez pas. Hein, bien évidemment, vous le savez au fond de vos tripes. Donc la première chose, c'est véritablement apprenez à bien vivre vos propres émotions. Et bien vivre ces émotions, ça ne veut pas dire les renier ou les refouler. Ça veut dire je suis OK quand elles arrivent, je suis OK pour les vivre, et tout va bien. Et je suis OK pour que l'émotion de l'autre, en fait, ne m'atteigne pas. On a souvent peur de se couper de l'autre en essayant de ne pas être agressé par ses émotions. On me dit, en gros, soit je mets une muraille, soit je suis une éponge. Non, on a un juste milieu. Le juste milieu, c'est l'autre, il a le droit d'avoir ses émotions. Je les regarde, mais elles ne m'atteignent pas. Et c'est ce que je vous invite à faire par rapport à votre enfant. Sa joie, sa souffrance, sa colère lui appartiennent. Comme votre joie, votre souffrance, votre colère vous appartiennent. Vous le vivez vous, et vous le déposez à côté. Il le vit lui, vous pouvez l'aider à vider son sac, mais c'est pas à vous de le prendre en fait.
Donc là, ça commence effectivement par une bonne connaissance de vous-même sur la gestion émotionnelle et puis ensuite une discussion avec votre enfant. Bien souvent, c'est un dialogue dans la mesure du possible en fonction de l'âge qu'il a, même avec les tout petits, ça fonctionne très bien. Déjà, laissez-le vivre son émotion. Et s'il y a bien une expression à bannir, comme je le dis dans le livre, c'est pas grave. Surtout, 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 si vous pouvez, arrêtez de prononcer ces mots-là. Je sais qu'on le fait toujours à bon escient, en essayant de rassurer l'enfant au maximum. Mais en fait, dire c'est pas grave, ça ôte toute la valeur, toute la réalité de la souffrance qu'il est en train de vivre, par exemple. Donc, c'est lui dire, je te comprends. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce que je peux t'aider? Et laissez-le vivre son émotion, en fait. Et vous serez là vraiment en accompagnant, en guide par rapport à tout ceci, mais vous le laisserez vivre ça. C'est sa réalité, on ne sait pas comment ça marche dans sa petite tête et dans son cœur surtout. Et du coup, c'est à lui aussi de pouvoir poser les choses. De savoir que vous allez être là à ses côtés va énormément l'aider. Et que vous allez pouvoir, l'accompagner, voilà, par rapport à cette compréhension d'émotions. Mais je vous invite vraiment à faire le travail sur vous d'abord, comme ça vous pourrez mieux le guider, parce que guider quelqu'un en émotion quand nous on va pas bien, quand on n'est pas quand on est en éponge, c'est plutôt compliqué. Merci. Voilà, donc est-ce qu'on a en fait, est-ce que vous avez des astuces à nous partager en fait pour aplanir, pour faire descendre en intensité les émotions? Alors, la première chose, quand vous parlez à l'enfant, c'est déjà de se mettre à son niveau. C'est de se baisser, alors non pas de se pencher, parce que se pencher, c'est une posture dominante, en fait, mais c'est, si certains parmi vous connaissent la parentalité positive, ou tout ce qu'on peut trouver dans les techniques pédagogiques et de communication de Montessori, voilà, c'est basé là-dessus, c'est vous mettez au même niveau que l'enfant. Vous n'êtes pas obligé de le toucher. Il y a beaucoup d'enfants neuroatypiques qui ont du mal avec le contact, donc vous n'êtes pas obligé de le toucher, mais juste vous êtes là et surtout vous parlez calmement. Et vous le rassurez en disant « c'est ok, tu as le droit de vivre cette émotion-là. Quand tu te sentiras prêt, on en parlera. Je suis avec toi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» C'est vraiment être dans cette posture de je suis à côté de toi pendant que tu es en train de vivre le truc et quand on peut communiquer, on y va. On peut pas aller vite sur la gestion émotionnelle parce que vous le savez, quand on est hypersensible ou quand on est neuroatypique, on est en montagne russe permanente. Donc, si le parent vient impulser une autre dynamique ou une contre-dynamique de résolution de problèmes immédiats, c'est pas possible. En toute transparence, je n'ai pas d'enfant. Dame Nature a décidé que non, donc je suis stérile et donc je vois les enfants des autres. Je peux pas vous dire ce que je vis moi avec mes propres enfants parce que j'en ai pas, mais c'est peut-être aussi ce qui me permet d'avoir une certaine distance, une posture méta justement pour pouvoir aider dans les familles et me consacrer pleinement à la relation familiale. Et effectivement, de ce que je vois chez les parents, c'est ce besoin de tout de suite régler le problème et surtout limiter l'impact de souffrance de l'enfant. On peut pas l'empêcher d'avoir un bobo, on peut pas l'empêcher d'avoir son petit cœur qui va un peu souffrir parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'on avance, c'est ce qui vous a fait grandir, c'est ce qui a fait la personne extraordinaire que vous êtes aujourd'hui. Donc soyez un repère en fait, soyez un repère rassurant. Vous êtes le phare, vous êtes le pilier qui va lui permettre de se dire ok, ça j'ai le droit de le vivre parce que en essayant de gérer la situation tout de suite, vous l'empêchez de vivre sa propre émotion. S'il a moins de 7 ans, c'est encore plus délicat parce que le cerveau n'est pas fini. La partie limbique-paralimbique du cerveau qui gère les émotions n'est pas finie avant 7 ans. Donc, l'enfant, il est vraiment en logique immédiate et il peut pas, s'il a tout de suite, il a mal, il peut pas se projeter sur « je vais bien ». C'est pas possible pour lui de sortir aussi vite d'une émotion. Donc, respectez vraiment le rythme naturel de l'enfant dans la gestion de son émotion, dans le besoin de son vécu d'émotion. Merci. Comment peut-on diagnostiquer un TDAH? Quelles sont les caractéristiques qui doivent nous mettre la puce à l'oreille? Alors, c'est extrêmement difficile. Extrêmement, extrêmement difficile. On a la caricature de chaque enfant qui tient pas en place, peut-être un TDAH ou un dyspraxique, on sait pas trop. Le TDAH, c'est beaucoup de...
Il y a pas mal de choses en fait qu'on va retrouver là-dedans dans ce comportement. Donc comme ça le dit, c'est un trouble de l'attention. Donc c'est un enfant qui a du mal à se concentrer sur quelque chose, qui a du mal à finir quelque chose. Qui a du mal à commencer, à finir, à avancer, à être dans cette logique-là. On va le retrouver. Alors on l'entendait dans certains témoignages, c'est assez proche de la dyspraxie. Des fois, vous pouvez le voir quand votre enfant a du mal à s'habiller dans l'ordre, ou il oublie des éléments, il va devoir aller se laver les dents, il oublie des trucs. Enfin voilà, ce sont plein de choses qui sont, comment dire, non fluides. Le TDAH, c'est un petit peu comme s'il était en train de zapper en permanence, en fait, sur les éléments. Il oublie beaucoup de choses. Il pense énormément, énormément, énormément. Il y a pas mal de difficultés d'endormissement aussi. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis il est épuisé. Oui, ça, c'est le truc plus important. Il est épuisé. C'est un enfant qui est épuisé d'être en interaction sociale, qui est épuisé d'avoir toutes ses pensées dans la tête et qui est épuisé d'être en lutte avec lui-même en fait au quotidien. Il a beaucoup de mal à s'organiser pour quoi que ce soit. Et en fait, chaque chose pensée est un effort. Merci. Est-ce qu'on peut refaire en fait une typologie des neuroatypiques juste pour que, enfin, je sais pas si ça se fait vraiment, mais voilà. Oui, on va le faire. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, on a d'abord ce qu'on appelle la constellation. Donc, on parle de neuroatypicité parce que c'est véritablement au niveau des neurones que ça se passe. Donc, on a un peu séparé le monde de façon basique entre neurotypique et neuroatypique. Les personnes donc neuroatypiques ont un câblage neuronal différent qu'on retrouve sensiblement semblable chez les personnes donc dans la constellation des 10, c'est-à-dire les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques, dysphasiques. Donc la dyslexie, c'est tout ce qui est en lien avec on va dire avec la lecture. Alors, on a tendance à caricaturer que le dyslexique, c'est celui qui fait des fautes d'orthographe. Non, c'est pas que ça, en fait. C'est le sommet de l'iceberg, les fautes d'orthographe. C'est vraiment le fait de voir, on ne perçoit pas le monde de la même façon au niveau visuel, en fait, et on a des superpositions quand on regarde qui se font mal. Donc, il y a une difficulté de reconnaissance et d'appréciation de ce qu'on a autour de nous. Ensuite, donc, le dyscalculie, c'est cette même difficulté, en fait, au niveau des chiffres. La dysorthographie, c'est par rapport à tout ce qui est compréhension des règles. Vous vous rendrez compte que les dyslexiques ou dysorthographiques vont écrire soit plutôt de façon phonétique, soit, moi, ce qui est souvent mon cas, même encore aujourd'hui, j'écris pas les lettres dans l'ordre. J'écris pas les syllabes dans l'ordre. Je vais peut-être même pas mettre les bons mots. En tapant à l'ordinateur, c'est la catastrophe. Je tape des fois, la phrase est là, mais vous reprenez les mots, vous le remettez dans l'ordre. Voilà, parce que dans ma tête, ça va trop vite. Donc, j'arrive pas à sortir les bons mots au bon moment. La dysgraphie, c'est tout ce qui est lié, donc, justement, à la logique de la maîtrise de la graphie, donc de la façon dont on forme les lettres. Ça aussi, pour des enfants, c'est surtout les garçons qui sont dysgraphiques, c'est extrêmement épuisant d'arriver à se concentrer pour arriver à former ces lettres. En plus, il y a un regard très, très dur de l'adulte sur ça, que ce soit sur le coloriage, la maîtrise de l'écriture. Il y a un regard vraiment très méprisant, je crois qu'on peut dire, de certains adultes là-dessus. Donc, c'est un trouble qui se vit très, très mal. La dyspraxie, c'est au niveau, en fait, fonctionnement moteur, au niveau du geste. On sait que les dyspraxiques ont des fois du mal à s'habiller, à boutonner leurs vêtements, à faire des lacets, à faire des gestes minutieux, quoique s'ils ont envie de le faire, ça fait sens pour eux, ils y arrivent, mais ça leur demande, comme pour tous, des stratégies de contournement. Donc là, c'est la difficulté. Dyspraxique va beaucoup se cogner parce qu'il ne va pas gérer en fait la puissance de son geste, ou il ne va pas savoir calibrer en fait la force d'un geste et bien viser pour aller prendre un objet. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans la constellation des 10. On a la dysphasie aussi, donc qui est là plutôt sur la parole, donc la faculté de sortir les mots dans le bon ordre, avec la bonne forme au niveau de la bouche, la bonne sonorité. Ensuite, donc, on va être dans le monde de la douance. Alors là, vous mettez toute la sémantique que vous voulez, surdoué, précoce, EPI, HPI, HPIE, machin, etc. Même zèbre, si vous en avez envie, si ça vous parle. Là, c'est le fait, en fait, d'avoir d'un quotient intellectuel supérieur à 130.
qui fait qu'on est haut potentiel ou puis ensuite très haut potentiel. On retrouve donc ensuite les personnes avec TDAH, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont vraiment des difficultés d'organisation, de concentration, de gestion quotidienne et qui sont particulièrement épuisées. Et puis, alors tout ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'autisme, le TSA, qui est l'ancien Asperger, qui est avec ou sans au quotient intellectuel. Donc, on va retrouver, pour être TSA, il y a ça se voit à deux niveaux en fait, les difficultés d'interaction sociale. Donc, c'est-à-dire quand en fait l'enfant a du mal à aller vers les autres enfants, qui préfère le monde des adultes ou qui préfère être tout seul, et puis tout ce qui va être rituel. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence, j'allais dire, entre un autiste, un dyspraxique, enfin entre un surdoué, un dyspraxique et quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme. C'est ça, c'est et la difficulté sociale et le fait d'avoir besoin de rituels. Rituel pour le lever, rituel dans sa chambre, rituel pour le coucher, rituel à peu près pour tout. Merci. Alors justement, en fait, vous consacrez tout un chapitre 5, mieux apprendre à apprendre. Ça pose la question que voilà beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'il y a un type d'école qui convient le mieux en fait aux neuroatypiques? On parle beaucoup en ce moment, il y a une grande vogue autour des écoles Montessori, des écoles Steiner, voilà, beaucoup de types d'écoles. Est-ce que vous avez voilà une position sur le sujet? Alors, une position sur le sujet, c'est tellement difficile. Je dirais qu'il y a besoin d'autant d'écoles qu'il y a de profils neuroatypiques. Ce que je sais d'expérience, c'est que le manque de formation dans les écoles classiques, en fait, est source de souffrance et de gros échecs. L'avantage des écoles en pédagogie innovante, que ce soit comme Montessori, Steiner, Freinet, par exemple, c'est que déjà, on est sur des petits effectifs qui prennent en considération le rythme naturel d'apprentissage de l'enfant. On le voit aussi dans les écoles démocratiques. J'ai moins d'exemples à vous donner sur ces logiques-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où l'enfant a le choix de ce qu'il fait, et notamment voilà pour les enfants hypersensibles, neuroatypiques, si l'enfant a le choix de l'activité qu'il va faire, s'il a un cadre de liberté, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les notions d'autorité et d'interdiction. Donc à partir du moment où on le pose dans un cadre de liberté avec des propositions et pas enfermé avec des ordres, ça change tout. Et je dirais que c'est qu'une question de posture. On est complètement capable de le faire en école publique classique. Moi, j'enseignais comme ça et ça fonctionnait très bien. Mais c'est sûr que toutes ces pédagogies innovantes sont aidantes parce qu'elles permettent d'être plus en phase avec le rythme naturel de l'enfant. Et puis après, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aussi la déscolarisation. Est-ce que sur la question du rythme scolaire, est-ce que en fait nos enfants neuroatypiques se fatiguent plus vite? Est-ce qu'il faut essayer, par exemple, de au maximum les faire rentrer à la maison pour le déjeuner? Est-ce qu'il faut les mettre sur tout le temps d'école? Est-ce que voilà, c'est des questions, je pense, que des mamans qui ont des petits, c'est plutôt pour des petits enfants à mon avis. Oui. Alors pour les petits, c'est vrai qu'en général, on préconise de travailler en demi-journée, de l'emmener à l'école en demi-journée, enfin à la maternelle, qu'il fasse plutôt de la demi-journée quand il a besoin, surtout si c'est un petit avec journée pour s'acclimater, parce que au-delà de l'école et des devoirs et tout ça, il y a l'environnement, les lumières, les néons. La plupart des personnes neuroatypiques sont gênées par les lumières, le bruit, l'épuisement de l'interaction sociale, qu'on soit en relation humaine ou juste au milieu d'une foule. En fait, c'est tellement de stimuli qu'on prend et qu'on a besoin d'analyser que c'est épuisant. C'est épuisant, vous vous sentez mieux quand vous êtes avec 4 personnes qu'avec 25 en fait. Et dans la cour, je vous en parle même pas. Il y a beaucoup d'enfants neuroatypiques qui vont pas encore de récré. Ils préfèrent rester dans la classe à lire, à regarder à jouer avec des trucs dans leur coin tout seul parce que c'est juste épuisant en fait d'aller dans la cour. Il y a beaucoup trop de monde, trop d'informations, trop de bruit. La violence, c'est difficile aussi à gérer. Donc, un rythme à alterner, c'est bien. Et puis, écouter aussi le rythme naturel de l'enfant. Si l'enfant a envie de faire une journée complète, il fait une journée complète. Mais c'est vrai qu'au début, par demi-journée, c'est pas mal. Si c'est possible, bien sûr. Oui.
Merci. Alors la question, donc en fait, justement, je rebondis parce que vous parlez de la cour de récréation. Est-ce que, et vous en avez parlé dans votre livre, et je pense que c'est peut-être important quand même de dire, est-ce qu'on doit être en fait un peu plus vigilant sur l'entourage de nos enfants? Est-ce que c'est des cibles privilégiées? Il y a beaucoup de parents qui ont vécu, je le vois dans les témoignages, du harcèlement scolaire, qui ont vécu, voilà. Est-ce que nos enfants neuroatypiques sont des cibles privilégiées? Est-ce qu'on doit faire très attention à tout ça? Alors, sans tomber dans la panique, oui, faisons attention parce qu'ils sont plus sensibles, plus réceptifs et plus marginaux aussi pour certains. Il va y avoir tout type de difficultés dans la cour d'école. Enfin, il va y avoir tout type de difficultés à l'école. Il y a la cour d'école avec les autres enfants, où là, on peut avoir effectivement du harcèlement, du racket, et effectivement, ce sont des cibles privilégiées parce que très gentils, très ouverts, ne voient pas le mal dans les gens, donc forcément, bon, c'est la victime idéale. Et comme la plupart des enfants neuroatypiques ont vraiment besoin d'être aimés par tout le monde, bah, ils n'iront pas forcément dénoncer leurs agresseurs. Ils chercheront à quand même être aimés ou à trouver, essayer de taire cette situation-là. Et puis il y a aussi l'environnement, j'allais dire lui-même de l'école, avec l'évaluation, le jugement, le rapport au devoir. Et là, on a aussi pas mal de jeunes qui développent des phobies scolaires. Parce que le cadre même de l'évaluation, le poids, la pression d'être tout le temps avec des consignes qu'ils ne comprennent pas, qu'on attend d'eux de faire comme tout le monde, et surtout que leur rythme naturel de réflexion et puis aussi de fatigue, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ne soit pas pris en considération, c'est très très compliqué pour eux. Donc, on peut tomber dans de la phobie scolaire, effectivement. Merci. Alors, une question. Une maman qui me dit, ma fille est dysgraphique. Elle vient d'être diagnostiquée en 5e alors qu'elle dessine très bien. Elle va débuter des séances de graphothérapie. Comment puis-je l'aider au quotidien? Excellente question. C'est super si elle dessine vraiment bien. Demandez-lui de quoi elle peut avoir besoin, en fait. C'est là aussi, c'est faire confiance à votre fille. Si elle est volontaire pour les séances d'aide au niveau de la graphie, ben c'est super. Il faut voir déjà, voilà, comment est-ce qu'elle le vit. La première chose, c'est ça, c'est comment est-ce qu'elle le vit. Est-ce qu'elle le vit comme une chance de s'améliorer? Est-ce qu'elle le vit comme un problème à corriger? Est-ce que ça lui met de la pression? La première chose, c'est ça. C'est pas de fausse pression, en fait. Elle fait de son mieux. Elle fait vraiment de son mieux et puis ce qu'elle prenne du plaisir là-dedans aussi, c'est très très important. Si elle aime dessiner, lui expliquer que écrire c'est comme du dessin, mais j'imagine que ça a déjà été fait et que voilà, c'est l'accompagner à toujours être dans cette logique de prendre du plaisir, pas de fausse pression et tout est ok. Oui, elle me disait, est-ce que il y a des personnes qui me disent peut-être est-ce que ça peut aider d'utiliser des stylos de couleur, de changer de stylo, de lui faire essayer plusieurs stylos? Alors ça, il y a plein de choses effectivement sur le côté ergonomique. Voilà, sur le côté ergonomique d'un stylo, effectivement excusez-moi, je perds mes mots. Enfin, c'est plutôt que j'en ai plein qui arrivent en même temps, donc il faut que je trie. Vous savez comment ça marche. Donc, je repose les choses. Donc, oui, voir en ergonomie au niveau du stylo, que ce soit la forme, que ce soit le poids, la façon dont elle se tient et aussi l'environnement où elle écrit et où elle dessine. Ça peut être très intéressant. Voir peut-être qu'elle dessine, qu'elle patte sur son lit, et ben voir si elle arrive à écrire comme ça. Autre chose, la couleur, je vous rejoins sur le côté stimulation. Là, ce qu'on appelle, ça va être le kinesthésique, le plaisir, ça peut aussi être aidant. Voir avec tout ça. Les ergothérapeutes sont très bien pour ça, pour donner des pistes. Et puis après, on essaye. Et peut-être que si elle aime écrire qu'en turquoise, qu'elle écrive en turquoise. Et j'espère que vous arriverez à négocier avec les enseignants là-dessus. Oui. Voilà. Merci. En général, j'imagine aller dans une librairie et faire essayer tous les stylos à ma fille. Moi, je pense que je le ferais. Elle est trop petite, mais... C'est un moment sympa. Et puis, il y a tellement de formes, de poids, de sensations, de glisses différentes. Enfin, je sais qu'il y a des stylos, je peux pas écrire avec parce que j'ai l'impression que
arrache le papier. Il y en a d'autres, j'ai l'impression qu'ils vont courir plus vite que moi. Donc, il faut quand même que je le maîtrise un minimum. Je ne veux pas le laisser avoir sa propre vie. Donc, il y a effectivement toutes ces choses-là sensorielles à prendre en considération. Vous pouvez l'aider aussi, justement, et merci de l'avoir souligné, en lui faisant choisir les stylos avec lesquels elle se sent bien, en essayant plein de choses. C'est pas que l'exercice de graphie, c'est vraiment une création, en fait. Et puis, c'est une rencontre. L'écriture, c'est une rencontre. Donc, c'est important qu'elle puisse avoir ce bon moment et ce beau moyen d'expression. Alors, on revient sur le problème de l'école. Je pense qu'on aura pas mal de questions. Une maman qui me dit que son enfant a 5 ans, hein, des idées pour gérer au mieux le retour de l'école ou le retour à la maison. À l'école, tout va bien. Dès que je le récupère, ça ne va plus. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui va plus. Elle me dit, il me répond, devient coléreux, râle pour un rien. Alors, je pense que ça pose aussi, ça rejoint une question sur la question de la décharge. Est-ce que on a, voilà, parce qu'une maman qui me disait comment aider mon enfant à décharger. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire entre les deux. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voir dans le contexte familial si l'enfant se sent bien, comment ça se passe, le chemin de l'école, etc. Il y a cette décharge, cette transition à faire avant de rentrer à la maison, savoir si ça va mieux à la maison, si c'est juste sur le trajet que c'est compliqué ou si c'est tout le temps hors scolaire en fait. Il y a ce besoin de décompression, de décompensation après l'école. Il y a plein de choses différentes, mais là, c'est vraiment en fonction de vos réalités. Si vous pouvez marcher sur le chemin de l'école pour rentrer ensemble, si vous êtes en voiture, vous pouvez chanter. Le tout, c'est vraiment réussir à lui faire sortir de l'énergie. Ou alors, c'est quand vous arrivez à la maison, vous lui laissez son quart d'heure de folie, quoi. Vous laissez son moment où il peut, je sais pas si vous avez un trampoline ou s'il peut, faire des choses, taper dans des coussins. Enfin, imaginez quelque chose, en fait, pour que votre enfant se défoule et vous lui dites, voilà, c'est ton moment à toi, vas-y, tout ce que tu as envie de faire et puis après, on continue. C'est aussi dédramatiser ce moment-là. C'est pas contre vous. C'est ça qui est super important à comprendre, c'est qu'il ne fait pas ça contre vous, il le fait parce que ça bouillonne dans tous les sens en fait en lui et que comme vous êtes là, vous êtes la cible idéale. Et puis on le sait bien, papa et maman, c'est facile comme cible, ils sont là. On peut pousser le bouchon au max, ils sont là. Et en général, plus la maman que le papa. Donc voilà. Merci. Alors, j'ai une maman qui me dit les devoirs représentent une charge de travail colossale en CM2 en temps, énergie et fatigue après de longues journées. Avez-vous des astuces? Alors, des astuces racontables devant public? Non. Des astuces, comment dire? Oui, je suis effrayée encore aujourd'hui quand j'accompagne certaines familles de voir la tonne de devoirs qu'il y a. Enfin, des fois, on l'a vu pendant le premier confinement, j'ai vu des familles avec des primaires qui avaient plus de boulot que des terminales. En fait, à un moment, je comprends pas. J'allais dire là aussi, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre et de comment ça se passe avec votre enfant. Soit il fait ce qu'il peut et c'est ok. Je vous le dis clairement, voilà, soit il fait ce qu'il peut et c'est ok, soit voir comment fractionner les choses et les rendre plus ludiques. Mais là, ça dépend aussi de votre possibilité quotidienne parce que vous parlez, Lucie, tout à l'heure du rythme naturel des enfants, enfin du rythme scolaire. Notre rythme scolaire en France n'est absolument pas bon pour les enfants parce qu'on peut pas faire des journées de 8h à 17-18h, c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Et du coup, les enfants, la plupart sont déjà fatigués à la fin de la journée. Et si vous devez passer 1 heure ou 2 à faire des devoirs en plus, non seulement ça épuise, ça a un grave impact sur la relation familiale. Donc c'est vrai que c'est extrêmement délicat. Soit, alors, est-ce que vous pouvez demander, Lucie, c'est la difficulté, c'est de gérer la fatigue ou c'est le moment d'apprentissage? Alors, je pense qu'elle vous entend, du coup, on va voir ce qu'elle répond, parce que là, elle me dit vraiment, les devoirs représentent une charge de travail colossale en CM2 en temps, énergie et fatigue après de longues journées. Avec des astuces. Oui. C'est plus le fait de faire tous les devoirs sans forcément qu'il y ait parce que il y a ce que votre enfant est capable de vivre, la façon dont il va le vivre, les objectifs imposés par l'enseignant. Donc, s'il y a beaucoup de travail tous les soirs, à un moment, de toute façon, il y a des choix à faire. Il y a entre la santé de votre enfant et l'objectif scolaire, il y a des choses à faire, à adapter. Vous pouvez tenter une discussion avec l'enseignant. Réduire le temps de travail, on utilise la méthode Pomodoro par exemple, qui permet de réduire le temps de travail pour optimiser les apprentissages.
on bosse par séquence de 20 minutes, en fait. Vous mettez un chrono et vous bossez par séquence de 20 minutes. Ça, c'est la méthode Pomodoro. Et au bout de 20 minutes, vous faites une pause. Vous demandez à votre enfant qu'est-ce que tu as compris? Et là, il vous le dit, il vous répète ce qu'il a compris ou il l'écrit. Et puis après, il se fait une pause de 5 minutes. Et pendant 5 minutes, il se récompense. C'est vraiment le système basique du cerveau dans l'apprentissage, récompense-punition. Donc, je bosse 20 minutes, je fais le point où j'en suis au bout de 20 minutes. Et puis après, je prends 5 minutes de pause. Et le fait d'avoir ce rythme-là, par exemple, c'est la méthode qui est développée au niveau des neurosciences pour apprendre les choses les plus difficiles au monde et qui permet de bien avancer, ça va vous permettre de rythmer la soirée. Essayez de voir aussi le moment le plus propice, si c'est avant manger, après manger, si c'est avec vous, si c'est avec quelqu'un d'autre. Après, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours de la fatigue. Donc ça, voilà, ça c'est difficile sur ces rythmes-là. Soit vous pouvez lui apprendre à faire un temps de relaxation avant ou après les devoirs en fonction de son énergie pour réussir à revenir sur lui, à ressentir comment il est et puis après à repartir avec un peu d'énergie. Ça fonctionne aussi. C'est des petites choses à expérimenter comme ça. J'écrivais sur le chat, en fait, votre chapitre Mieux apprendre à apprendre, hein, le chapitre 5, est vraiment très bien construit parce qu'il y a notamment, vous listez toutes les formes d'intelligence, linguistique, logico-mathématique, visio-spatiale, kinesthésique, musicale, intrapersonnelle, interpersonnelle, naturaliste. Et en fait, il me semble que voilà, tout ça, enfin, à chaque fois, on peut du coup mieux adapter la manière dont on va faire les devoirs avec nos enfants à partir du moment où on a compris comment ils apprennent. Exactement. Et dans ce chapitre, j'ai créé un test justement. Alors, on a toutes les multi-intelligences donc, que vous venez de citer. Et il y a aussi les 3 canaux d'apprentissage visuel, auditif et kinesthésique. Et là, vous trouverez le test en fait pour savoir si votre enfant il apprend mieux en lisant, en regardant, en écoutant ou en bougeant. Ou en bougeant avec des couleurs, c'est ça la mémoire kinesthésique. Alors, on parlait des écoles Montessori tout à l'heure. On sait qu'une des meilleures façons d'apprendre, c'est en faisant. Et par exemple, je fais beaucoup travailler de jeunes. Je les fais lire en marchant, en fait. Ils lisent en marchant dans leur chambre, en tournant en rond, et ça fonctionne très bien parce que ça optimise en fait l'assimilation. Il y en a beaucoup à qui je fais enregistrer en audio en fait les leçons parce qu'ils pichent pas l'écrit, donc l'oral ça fonctionne bien. Donc il y a des petits dossiers dans l'ordinateur avec tous les audios et ça permet de vraiment se sentir mieux par rapport à tout ça. Merci. Alors, une maman qui me dit « Mon fils de 9 ans, TSA et TDA, souffre beaucoup des transitions. Les changements d'activité lui provoquent une grosse angoisse. Avez-vous un conseil? Je le prépare en lui expliquant à l'avance, mais ça ne suffit pas toujours. » Alors, c'est une excellente question et c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Alors effectivement, le préparer à l'avance c'est très important. Trouver des comment dire quelque chose qui le rassure dans chaque étape ou dans chaque endroit. Un petit peu comme s'il avait une sorte de doudou repère. Alors ça dépend de son âge, hein, bien sûr, mais quand il est à l'école, il peut avoir tel objet, par exemple, avec lui. Quand il rentre à la maison dans sa chambre, il y a tel autre objet. S'il va faire du sport, il y a tel autre objet. Et c'est vraiment, identifier chaque objet à un endroit. Et comme ça va lui faire un repère. C'est comme si vous mettiez un petit peu des panneaux sur son parcours et qu'à chaque fois, c'était un point de repère. Et là aussi, tout ce qui est exercice de respiration et de relaxation fonctionne bien. Avant d'aller d'un état à un autre, c'est réussir à poser sa respiration, le faire avec lui, faire de la cohérence cardiaque ou juste compter ses respirations, ses inspirations. Et puis pareil, quand on arrive dans l'autre endroit, on refait 2-3 inspirations, expirations et puis on avance. C'est essayer de fractionner le passage d'un endroit à l'autre et puis à chaque fois de reposer, ralentir. Pourquoi je vous parle beaucoup de relaxation? Parce qu'à partir du moment où on se concentre sur sa respiration, on ralentit le cœur. Ralentir le cœur, c'est ralentir tout l'influx de sang, d'oxygène et tout au cerveau, donc ça permet de ralentir le cerveau aussi. Donc là, toutes les émotions descendent et ça permet de mieux se préparer, d'être moins dans l'angoisse pour une transition. Alors une question, est-ce que le TDAH peut être confondu avec un état passager dû à une séparation
et à des stimulus négatifs dans l'environnement familial de l'enfant qui a 5 ans. Donc là, en fait, on pose une question qui revient assez souvent aussi sur la question de l'environnement familial, des personnes qui confient des séparations, des voilà, et voilà. Est-ce que ça peut, qu'est-ce que c'est, là, la question c'est vraiment est-ce que le TDAH peut être confondu avec un état passager? Avec un état de crise passager, je peux pas répondre parce que c'est une question de durée. C'est moi, je fais pas les diagnostics. Ça dépend depuis combien de temps ça dure, si ça a été le déclencheur, que la séparation a été a fait noter un changement d'état chez l'enfant, mais est-ce que ça peut aussi être le révélateur à cet âge-là? Je peux pas vous répondre à part observer et regarder comment ça se passe et voir comment vous arrivez à accompagner l'enfant et ce que lui vous en dit de son état aussi. Faites confiance à l'enfant dans ce qu'il ressent. Je peux pas vous dire j'ai un TDA, bien évidemment que non, mais c'est essayer de voir si on est sur de la récurrence de comportement et surtout ce qui se passait avant la séparation. Mmh. Voilà, Normalement, il y a des alertes. effectivement, donc il y a des personnes qui confient donc la séparation. Comment accompagner son enfant au mieux si je me sépare de mon conjoint. Voilà, on a surtout des mamans visiblement connectées, hein, donc voilà, comment l'accompagner au mieux, sachant son hypersensibilité. Alors, la première chose, c'est déjà le déresponsabiliser, le déculpabiliser. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte que j'accompagnais beaucoup de familles séparées, recomposées, et que la séparation des parents est quelque chose a un impact très très fort. Hein. C'est une vraie blessure, une vraie douleur. La première chose, c'est faire en sorte que l'enfant ne se sente pas responsable de cette séparation. Et je sais qu'il y a plein de familles où l'enfant fait partie des raisons pour lesquelles le couple explose, notamment quand les suivis sont très très lourds, hein, dans certaines spécificités de la neuroatypicité. Donc c'est vraiment faire en sorte que l'enfant se sente aimé des deux côtés, qu'on explique bien que c'est une histoire d'adulte, mais que c'est pas parce que les deux adultes ne s'aiment plus qu'ils ne sont plus ses parents. Donc c'est vraiment repositionner l'enfant à sa juste place par rapport aux parents et expliquer comment ça va se passer. Surtout si vous avez des enfants qui sont avec TSA, ils ont besoin de repères, je vous le disais, ils ont besoin de rituels, ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Il va y avoir toute cette transition-là à mettre en place et c'est lui assurer que quoi qu'il advienne, il est toujours aimé, hein, vraiment, et que son rythme de vie va changer. Et c'est aussi lui laisser le choix de voir ce qui est le mieux pour lui. On parlait d'enfants qui ont des difficultés de transition. Imaginez quand on doit passer d'un foyer à un autre foyer, c'est extrêmement anxiogène. Donc, je sais qu'il y a des familles qui font 2 jours pour commencer à acclimater et puis voir et surtout être beaucoup à l'écoute de l'enfant pour voir comment ça se passe. Merci. Alors, une maman me dit mon enfant a un sentiment de perfection à atteindre quand il n'arrive pas à faire quelque chose ou un travail. C'est compliqué pour lui qu'on le reprenne ou qu'on lui explique. Voilà. Bienvenue dans notre monde. Comment aider son enfant à accepter qu'on lui apprenne quelque chose et qu'on le reprenne? Voilà, c'est la question de la maman. Eh bien, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de patience, parce que le driver soit parfait est très, très ancré dans ces profils-là. Et quelqu'un qui vise la perfection ou qui essaye à chaque fois est mort de trouille de l'échec, en fait. Si vous voulez, c'est vraiment ce truc-là. C'est lui dire que c'est pas parfait, c'est lui dire que c'est imparfait, donc que c'est pas bon, donc que ça ne va pas, donc il a mal fait, donc on ne l'aime pas. Et c'est réussir à lui montrer qu'autour de lui, toutes les choses sont imparfaites. Et qu'on a tous appris en s'y reprenant à plusieurs fois et que effectivement, la posture de le reprendre, c'est pas lui montrer que c'est pas bien, mais c'est lui dire voilà comment ça peut être autrement. C'est toujours être dans cette logique de proposition. Parce que si on y va de façon frontale, l'enfant se ferme. Et là, vous bloquez la communication et lui, surtout, c'est son estime de lui qui est compliquée. Soit l'ego se développe et c'est très, très compliqué. Enfin, l'ego, j'allais dire le côté arrogant, etc. Soit lui va s'enfermer, soit il va se mettre en posture qui l'amènera à un burn-out parce qu'il va faire toujours plus, toujours mieux, etc. Donc, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience et lui montrer la beauté des imperfections autour et lui montrer lui, parce que en général, ces enfants-là vont aussi aller dire aux autres que ce qu'ils font, c'est mal.
Il y a toujours ce pendant, hein, normalement. Donc, c'est aussi observer son comportement et parce qu'il se pose en sachant, en fait, et lui montrer que son comportement, des fois, il est bien accueilli, des fois, il n'est pas bien accueilli. C'est vraiment le sensibiliser à tout ce qui n'est pas lui. C'est le déségocentré, en fait. Merci. La maman dit, mais est-ce que c'est dû à l'environnement, ce sentiment de perfection, à l'éducation qu'on lui a donnée, ou est-ce que c'est en lui? Les deux. En général, c'est les deux. C'est-à-dire que ça fait partie des choses, j'allais dire, innées, le fonctionnement basique, alors qu'on trouve en général soit chez les TSA, soit chez les hauts potentiels. Et puis après, ben, ça dépend aussi, voilà, je vous parlais des drivers, donc c'est-à-dire des choses qui nous motivent ou qui nous guident dans notre vie, en fonction de ce que vous lui avez dit, de ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant ou de ce qu'il entend autour de lui, ben ça aussi, ça a un impact et lui s'est construit sa réalité par rapport à tout ça. Si vous êtes des parents qui vous mettez la pression, par exemple, pour votre boulot, mais pas à la maison, sachez quand même que votre enfant le ressent, que vous êtes son modèle et que du coup, bah, il va faire aussi bien. Merci. Alors, quand une maman qui me dit, qu'en est-il des TOC, des blocages avec certains vêtements, chaussettes, chaussures, pantalons? Alors, je pourrais pas vous dire si c'est un TOC ou pas. C'est peut-être deux questions différentes. Elle l'a écrit comme ça, j'ai demandé des précisions, mais pas eu le temps de répondre, je pense. D'accord. Les TOC, donc, voilà, elle dit, ma fille de 16 ans n'arrive pas à s'habiller seule et déteste les chaussettes, veut des pantalons très serrés à la taille, donc des leggings, et ne veut porter que ses bottes de pluie ou ou les crocs, je crois que ça se dit, tout le temps. Ouais. Je me demande d'où ça pourrait venir. Voilà. Bonne question. Alors, ce qu'on sait sur les profils neuroatypiques, c'est qu'il y a donc une grande sensibilité dont je vous parlais. Il y a des matières qu'on supporte mal. Il y a des vêtements avec lesquels on a du mal. Donc peut-être qu'elle voir le rapport à son corps, le rapport qu'elle a avec son corps, lui poser la question sur, mais vous l'avez peut-être déjà fait, sur la sensation des matières et sur la notion de confort. En fait, on va rester sur ce truc basique. C'est un peu comme il y en a qui veulent manger que des frites et du poulet, ben il y en a qui ne porteront que des t-shirts, par exemple, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Après, ça peut être son choix et si j'allais dire si elle est heureuse comme ça, c'est pas gênant, c'est aussi accepter sa différence, à voir aussi s'il y a un rejet violent d'autre chose, et voir quel impact ça a vraiment sur son quotidien et s'il y a besoin de le faire changer. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se soigne si c'est la question, c'est une sensibilité en fait. Et peut-être une affirmation aussi vu son âge. Oui, elle a 6 ans, effectivement. Ah oui, elle déteste les chaussettes, effectivement, je n'avais pas vu. Alors les chaussettes, il y a beaucoup d'enfants qui supportent pas les chaussettes. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment marcher pieds nus, aller pieds nus dans la nature, et notamment chez les profils neuroatypiques qui sont assez en connexion avec l'environnement, avec la terre. Donc ça, c'est un truc que j'entends très très souvent. Ça peut être aussi une sensation d'enfermement, de brûlure au niveau des pieds. Enfin, après ça peut être physique. D'accord. Elle me dit, oui, voilà, le problème, c'est que ça engendre des crises le matin. Voilà. Alors, est-ce que ça engendre des crises? Voilà. Bah après, j'allais dire, c'est à vous de voir. Entre guillemets, je dirais, c'est pas grave à partir du moment où voilà, elle s'habille et c'est son truc. Et moi, personnellement, je la laisserai faire tant que vous trouvez un arrangement. En fait, c'est OK pour tel et tel et tel vêtement. Et voilà, bah, si elle veut pas de chaussettes, elle veut pas de chaussettes. Et si elle chope des ampoules, elle chopera des ampoules. Je veux dire, on avance comme ça, on grandit comme ça. Donc, Oui, puis elle me dit, voilà, et c'est vrai qu'il y a pas mal de parents qui nous en parlent, le fait de ne pas savoir s'habiller. Qui consulter, que faire dans ce genre de cas? Ergothérapeute, psychomotricien et ergothérapeute. D'accord, voilà, psychomotricien, ergothérapeute. Ouais. Voilà, alors des personnes qui me signalent aussi des phobies. Comment gérer les phobies? Une phobie de boutons sur les vêtements, phobie de tous les insectes volants, phobie scolaire aussi, mais je vais en reparler après parce que j'ai un long témoignage. Alors, gérer les phobies, c'est comme là on est dans le domaine de la peur et de l'irrationnel. Là, gérer les phobies, je vous enverrai vers des spécialistes de type psychologue ou hypnothérapeute. C'est ce qui aidera. Je veux dire, si on est vraiment sur de la phobie au sens médical du terme,
il y a besoin d'un spécialiste pour pouvoir le faire. Vous pouvez atténuer, vous pouvez être présent, mais si on est vraiment sur de la phobie profonde, il y a besoin que quelqu'un aide, soit en programmation neuronale, soit en sophrologie, soit en hypno, etc. Merci. Alors, une maman me dit: bonjour, mon fils a 9 ans et est multidys, tout sauf la dysphasie. Il a un trouble attentionnel et il est haut potentiel hétérogène. Il a développé une phobie scolaire à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il est content d'aller à l'école. Est-ce que la phobie scolaire se guérit ou elle reste en sommeil? Est-ce que c'est une fragilité à laquelle il faut être vigilant? Est-ce qu'un enfant avec ce type de profil peut espérer faire des études supérieures ou est-ce que cela relève du parcours du combattant? Il a été diagnostiqué HP hétérogène à 5 ans et demi. Est-ce qu'il doit être bilanté et si tel est le cas, vers quel âge? Donc là, on a beaucoup de questions, parce qu'on a la question des tests, la question des bilans, la question des études supérieures. Donc, est-ce que je fractionne? Alors, ici et maintenant, déjà. 2, les études supérieures, franchement, c'est pas la question. Au jour le jour. La phobie scolaire, effectivement, ça laisse des traumatismes. Donc, voir comment votre enfant avance et alors même si je suis tout à fait consciente que l'avenir soit une grande source d'angoisse, faites-lui confiance pour trouver sa place. C'est aujourd'hui, il est content d'aller à l'école, profitez. Soyez heureuse que ça se passe bien aujourd'hui. Soyez prête si ça se passe mal demain, mais ne soyez pas dans l'angoisse que ça se repasse mal demain, parce qu'à angoisser une situation, on la crée. Donc, véritablement, là, c'est au jour le jour. Et pour les bilans, je sais pas, c'est si vous en ressentez le besoin ou si l'école vous les demande, mais sinon, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas un rat de laboratoire qu'on est en train de mesurer, donc c'est un enfant. C'est un enfant qui va s'épanouir, qui va trouver sa place, qui va comprendre son fonctionnement. Et puis, les études supérieures, je peux absolument pas répondre à cette question. Je sais pas comment sera votre enfant, quels seront ses centres d'intérêt. Ça fonctionne, l'apprentissage fonctionne au plaisir. Donc, s'il découvre une vocation, comme on disait dans le témoignage tout à l'heure d'un petit qui dès 8 ans voulait être ingénieur, et ben, il se donnera tous les moyens pour y aller. Et s'il a, voilà, tous ces profils-là font de lui quelqu'un de vraiment hors norme. Donc, il aura, quoi qu'il en soit, un parcours hors norme. Peut-être qu'il vous fera trois cursus en un. Peut-être, voilà, je peux pas vous dire. Il a quel âge là aujourd'hui? 9 ans. 9 ans, franchement, oubliez de. Enfin, si vous pouvez enlever de votre charge mentale les études supérieures, c'est très dur. C'est très dur parce que moi, le mien à 4 ans, j'y pense déjà. Hein, donc. Oui, alors, mais je conçois que ce soit humain d'y penser, mais évitez de perdre beaucoup d'énergie là-dedans parce que c'est vraiment au jour le jour que ça se joue en fait. Donc, dites-vous que quoi qu'il en soit, vous serez à ses côtés, qu'il y aura un endroit pour qu'il se sente bien et qu'effectivement, son multipotentiel lui permettra de faire ce qui lui correspond. Et voilà, je sais que c'est très très difficile de dire à une maman de pas s'inquiéter. J'ai pas encore trouvé la façon de le dire que ça fonctionne vraiment et au jour le jour, vraiment au jour le jour. Alors, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose, c'est cette question des tests, des bilans, des diagnostics. Quand est-ce que c'est important de le faire? À quoi ça sert en fait, parfois aussi. Voilà, on peut se dire, voilà, est-ce que ça va pas finalement renforcer, venir en appoint d'un orgueil? Est-ce que voilà, quand est-ce qu'il faut le faire? À quel âge? Voilà. Alors, il y a pas de réalité en fait. Là aussi, c'est une histoire personnelle et ça dépend de votre besoin et de la réalité de votre enfant. J'ai fait un sondage il y a pas longtemps d'ailleurs sur la question en vue d'écrire un article et de préparer d'autres webinaires et une formation en ligne. Le premier besoin du test, il est pour comprendre, poser un mot sur un fonctionnement. J'entends beaucoup de parents me dire, moi, j'ai besoin de savoir si mon enfant, il est HP ou s'il est dyslexique, je saurais mieux faire et je pourrais expliquer à l'école comment c'est. Donc, il y a ce besoin déjà de reconnaissance, je vais pas dire d'étiquette, mais de reconnaissance de fonctionnement potentiel avec un diagnostic. Le deuxième besoin, ça peut être l'école vous demande d'avoir une validation pour mettre en place un programme adapté ou, si vous voulez, en fonction des stades, aller faire une demande à la MDPH en France, pour avoir une reconnaissance de statut handicap. Vous êtes libre
de faire tester votre enfant ou pas. Surtout, vous lui en parlez, vous lui expliquez ce que c'est. Il y a zéro histoire d'orgueil ou d'ego là-dedans. C'est comme si vous alliez passer une IRM, en fait, quelque part. Enfin, je veux dire, c'est comme si on allait vérifier si vous êtes blond, si vous êtes roux, si vous êtes grand ou petit. C'est vous qui fonctionnez comme ça. Et puis, sachez bien qu'on va vous donner un diagnostic, mais on va pas vous donner le mode d'emploi. Donc, vous avez le diagnostic, vous avez le sésame ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui passent les tests et où en fait on leur dit bah non, les résultats sont trop hétérogènes, en fait on peut pas vous dire. Donc là, il y a une douance, mais là on sait pas. Alors là, il aurait tous les 10, mais on sait pas vraiment. Donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup d'angoisse par rapport à tout ça. J'entends beaucoup parler de soulagement quand les diagnostics tombent parce que enfin on sait. Donc on sait, ça veut dire on sait, on peut expliquer au reste du monde. Et ça, je pense que en ça, un test est très intéressant parce que ça permet quelque part de légitimer en fait un comportement, de donner une explication. Et puis il y a ceux pour qui ça a absolument rien changé, il y a ceux pour qui le test a été une souffrance aussi. Ça faut en être conscient. Je suis pas pour faire passer les tests à 3, 4, 5, 6 ans. Enfin voilà, mais ça n'engage que moi. C'est-à-dire, faites passer les tests si vraiment vous en ressentez le besoin et si vous êtes convaincu que ça va apporter du confort à votre enfant dans la manière d'être avec lui et dans la manière d'interagir avec lui et par rapport à l'école, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens... Oui, pardon, allez-y. Oui, non, mais est-ce qu'on a un endroit en particulier à recommander pour les tests, un organisme ou quelque chose parce que les questions d'évaluation du QI sont enfin les méthodes sont quand même très différentes, non? Bah, pour le QI, en fait, c'est les tests au risque à passer et c'est chez un neuropsychiatre en général ou chez un psychologue agréé. Ça dépend. Neuropsychologue, c'est le mieux. Après, c'est comme tout. Il y en a avec qui ça se passerait très bien, il y en a avec qui c'est plus difficile. Ça reste des êtres humains. Alors, il y a la question de l'ennui. Il y a des mamans qui me signalent que même leur enfant de 12 mois, ils sont très pot de colle, très accroché à elle. Et comme en fait, il s'ennuyait quand il est plus en présence de l'adulte. Donc on peut commencer peut-être sur cet âge-là. Et après, des personnes qui me disent voilà, mon enfant s'ennuie à l'école, au collège. Alors, la question de l'ennui chez les neuroatypiques. La question de l'ennui chez les neuroatypiques, c'est toute l'histoire de notre vie. Donc, on peut ouvrir un grand chapitre. Donc, l'ennui, il est réel. Alors, il y a deux choses. Pour l'enfant de 12 mois, il y a deux choses. Il peut y avoir l'ennui, mais il y a une très, très grande dépendance aussi. Il y a beaucoup de liens de dépendance, on va dire, affective, notamment avec la maman. Et j'ai vu beaucoup de jeunes dyslexiques ou dyspraxiques, surtout chez les dyspraxiques, qui passaient leur journée à faire des câlins à leur mère, à leur sœur, parce que une grosse peur de rejet et d'abandon. Donc, soit l'enfant, il est en mode ouvert et il est curieux de tout ce qu'il y a autour et il reste avec l'adulte parce qu'il veut apprendre, soit il reste avec l'adulte parce qu'il est mort de trouille d'être tout seul et d'être rejeté et abandonné. Ce sont deux choses qui sont possibles. Ensuite, l'ennui en général, les enfants neuroatypiques s'ennuient beaucoup quand on n'alimente pas ce dont ils ont envie. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur quelque chose qui les intéresse, qui leur fait du bien, ils vont être extrêmement demandeurs, toujours plus. Vous avez tous, je l'évoque dans le livre aussi, vous avez tous connu des enfants qui ont leur période dinosaures, lézards crevés dans le jardin, choses bizarres retrouvées au fond des poches parce qu'ils sont à fond dedans. Et ils sont à fond dedans, et ils peuvent ne plus manger, ne plus boire, oublier tout ça, même oublier leurs jeux vidéo, imaginez un peu. Et puis, il y a la phase de je m'ennuie à l'école parce que ça m'intéresse pas, je m'ennuie à l'école parce que j'y arrive pas. Je m'ennuie parce que j'ai rien à faire. Je m'ennuie parce qu'on me demande d'aller jouer à des choses qui ne m'intéressent pas. On me demande d'aller avec les autres, ça m'intéresse pas. Ou justement, je suis avec les autres, on me demande de faire le truc tout seul, ça m'intéresse pas. Donc, c'est une, ça fait partie du mode de fonctionnement des neuroatypiques. Donc, il y a deux choses. Il y a apprendre la frustration, parce que ça, c'est l'école de la vie. On peut pas toujours tout avoir. Et puis, l'ennui est très, très bon pour le cerveau. En fait, ça permet de développer la créativité et l'inventivité. C'est apprendre à l'enfant à se servir aussi de son environnement pour s'inventer des histoires, pour essayer de jouer et tout ça. Et puis après, c'est voir ce qui l'intéresse et lui proposer des alternatives.
que ce soit avec des jeux, avec des livres, avec des activités, plein de choses qui sont possibles à faire. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont extrêmement volontaires pour participer et contribuer. Et vous pouvez cuisiner avec lui, faire le ménage avec lui. Enfin voilà, à partir du moment où il a envie de partager quelque chose et de faire autre chose, il sera partant. Il faut commencer tôt, par contre. Merci. Alors justement, on arrive sur ah oui, une maman qui me dit l'ennui à la maison. Oui, bah en fait, on vient en fait dans un petit peu d'y répondre. Hein. L'ennui à la maison, ça dépend vraiment, voilà, ce qu'il aime. Si c'est un enfant qui aime être en extérieur, ou voilà, c'est vrai que c'est très très compliqué. J'en ai rencontré pas mal qui préfèrent être dehors tout le temps. Donc l'ennui à la maison, c'est essayer d'intéresser, de le capter, de l'amener sur quelque chose. Après, ça dépend de l'âge aussi. Il y en a beaucoup qui vont rester scotchés sur les écrans. Donc c'est aussi être dans voir s'il aime être tout seul ou s'il aime être accompagné pour des choses et être force de proposition et être très très patient parce que c'est compliqué. C'est très compliqué par rapport à tout ça. Alors oui, en fait, il y a cette exigence aussi de sens. Là, je vois donc la maman qui me précise, elle s'ennuie au collège, mon enfant, parce qu'elle pense que beaucoup de choses qu'elle apprend ne lui serviront pas plus tard. Donc là, je trouve que on retrouve cette exigence de sens du pourquoi j'apprends ça en fait. C'est ça. Alors il y a le besoin de comprendre immédiat et le besoin d'application. Et effectivement, notre système scolaire ne permet pas toujours de faire les liens entre l'apprentissage du COD et ce qu'on fera quand on sera plus grand dans la vie. Donc c'est là en fait où là on rentre dans une logique de deal et de quête de sens, c'est-à-dire que expliquer à votre enfant que bah oui l'école il y a besoin d'y aller pour pouvoir justement plus tard choisir ce qu'elle aura envie de faire dans la vie. On est en négociation permanente avec des enfants neuroatypiques où c'est ok, on commence à faire ça et puis tu iras là et tu feras ça et tu feras ça et si tu fais ça, ça te permettra d'aller là. C'est pas du chantage, c'est vraiment de la négociation parce qu'il y a besoin qu'ils soient acteurs de cette chose-là. Il y a besoin qu'ils disent ok, ben je veux bien suivre les maths parce que je pourrais faire ça après. Donc c'est donner du sens, trouver à comment donner du sens. Elle a peut-être une passion, elle a peut-être déjà une idée de ce qu'elle veut faire plus tard, donc c'est lui dire bon bah même si ça te servira pas plus tard, bah au moins ça te permet de faire ça qui t'amènera là-dessus. Et c'est essayer de reboucler à chaque fois sur ce qui fait sens pour elle. Des mamans qui disent en fait il semblerait que l'effort soit difficile à accepter, que le travail soit voilà. Pour les hauts potentiels essentiellement, oui, tout ce qui n'est pas inné est un problème, est une source d'échec potentiel. Donc le concept même d'effort, la notion de travail, c'est très très difficile parce que c'est un truc qu'on ne sait pas faire naturellement. Pour la plupart des choses, on n'a pas besoin de faire d'effort, ça vient tout seul. Donc c'est très bien, ça vient tout seul, on est sûr de nous, on ne sait pas pourquoi on a cette espèce de science infuse, c'est parfait. Quelque chose qui demande un effort, c'est beaucoup plus compliqué. On est capable en fait dans quelque chose qu'on maîtrise d'aller très très loin dans la découverte, dans la curiosité, etc. Une chose pour laquelle on n'a pas la porte d'entrée, j'allais dire, c'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas de réponse à pourquoi. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, pareil que pour la perfection tout à l'heure, c'est montrer, être l'exemple qui va dire, ben voilà, regarde-moi pour ça, je fais un effort. La définition même du mot effort, qu'est-ce que c'est que de faire un effort? Parce qu'en fait, ils en font plein des efforts, mais ils sont absolument pas conscients. Donc, c'est vraiment revenir sur, ça veut dire quoi faire un effort et qu'est-ce que ça va lui permettre de comprendre. Quel sens ça va donner en faisant cet effort-là. Mais soyez bien conscient que l'effort est soit une perte de temps, soit une source d'échec potentiel. Alors, nous parlions tout à l'heure de l'enfant, mettre son enfant dans sa cuisine, hein, donc lui faire les repas avec nous. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressée dans votre livre, c'est vraiment le passage sur l'alimentation, le rôle de l'alimentation, alors qui est tout de suite suivi du rôle du sommeil, hein, si je me souviens bien. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, voilà, ce rôle de l'alimentation dans ces profils-là? Est-ce qu'il y a des tendances qu'on retrouve tout le temps? Oui, alors c'est vrai que je suis partie de mon expérience personnelle et de tout ce que j'ai pu observer autour de moi. La plupart des personnes neuroatypiques ont des allergies.
des intolérances et des difficultés au niveau des intestins pour la plupart, et puis ont des problèmes de sommeil. Alors, ce qu'on sait sur les études qui ont été faites par rapport à tout ceci, c'est que notamment pour les personnes qui relèvent, on va dire, d'un cerveau qui ressemble qui est en logique autiste entre guillemets, on sait que le régime le plus adapté, c'est le régime cétogène. Alors, on a, comment dire, il y a des aliments qui sont aidants et des aliments qui sont contraignants. Un cerveau qui réfléchit beaucoup, en fait, produit beaucoup de déchets. Faut imaginer, en fait, que quand on pense beaucoup, on produit des déchets. Et ces déchets sont évacués essentiellement pendant le sommeil. Comme la plupart d'entre nous avons un sommeil plutôt délicat, on ne fait pas forcément cette phase de nettoyage. Et il faut savoir que plus on réfléchit, plus on crée de l'acide dans notre corps, en fait. Donc, on a un corps qui s'acidifie et qui peut créer des maladies, des difficultés, etc. Donc, c'est là où l'alimentation vient réguler. Il y a clairement des alimentations qui sont bons pour notre cerveau et notre organisme et d'autres qui sont pas bons. Évidemment, le sucre fait partie des choses à limiter, notamment pour les enfants qui sont avec un TDAH. Enfin, tout le sucre étant quelque chose qui vient exciter, forcément, ça vient jouer sur la nervosité des personnes. Je dis les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. Donc, on sait que ce sont des choses à limiter. Le gluten est à limiter aussi. On sait que les autistes se sentent beaucoup mieux sans gluten. Ça permet d'apaiser le mental et de favoriser la digestion. Le lactose aussi est à supprimer dans la plupart des cas parce que pareil ça acidifie énormément le corps, et puis on va privilégier tout ce qui est oméga 3, tout ce qui est bon pour le cerveau, le poisson, les poissons gras notamment, les fruits à coque, etc. Alors c'est un chapitre délicat. J'ai eu pas mal de remarques sur ce sujet-là parce que on me dit voilà, mon enfant a déjà pas une vie normale, je vais peut-être pas le priver des choses qui lui font du bien. C'est un tout, j'allais dire. Moi, je sais que du jour où j'ai arrêté le gluten et le lactose, ma vie a changé, et je le vois dans les familles que j'accompagne, qu'une hygiène de vie axée sur ce type de fonctionnement-là, en fait, fait du bien à tout le monde. Donc, il y a des séminaires avec le professeur Joyeux que vous animez, qui ont été présentés. On sait à quel point l'alimentation a un impact sur notre santé. Hippocrate disait mon premier médicament, c'est mon aliment. Donc, il y a des choses, j'allais dire, logiques à faire par rapport à tout ça. On guérira, alors déjà, on ne guérit pas de la dyslexie ou de l'autisme ou quoi que ce soit, mais on peut apaiser, en fait, la façon dont notre corps va gérer tout ça. Parce que quand on mange quelque chose qui n'est pas adapté, merci le chat de venir te présenter à tout le monde en vie. Quand l'alimentation n'est pas adaptée, en fait, ça demande un effort à l'organisme. Et vos enfants sont déjà en effort permanent de compensation, de stratégie de contournement, de gestion de fatigue par rapport à leur environnement. Si en prime à l'intérieur de leur corps, c'est épuisant, forcément, ça ne va pas bien. Forcément, ils dorment mal, forcément, ils ont des douleurs, forcément, ils font des cauchemars. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Donc c'est vrai qu'il y a tout un chapitre consacré à ça, et on réfléchit à faire un livre de recettes et tout par rapport à tout ça pour s'éclater en famille, tout en étant en phase avec les cerveaux neuroatypiques. Alors peut-être une question sur la situation actuelle. Comment est-ce que vous avez des expériences d'accompagnement plus particulières sur ce sujet-là? Comment en fait accompagner notre enfant dans le stress ambiant qu'il peut peut-être ressentir à l'extérieur? Est-ce qu'on a des pistes concrètes en fait pour le rassurer, pour verbaliser peut-être, je ne sais pas. On va commencer par ça, c'est verbaliser. Effectivement, c'est dire, c'est en parler. C'est très très important, c'est en parler. Quand vous parlez de la situation actuelle, vous parlez confinement, Covid, etc. C'est ça. Oui. Donc là, on a appris beaucoup de choses. Il y a effectivement le confinement depuis des mois. Il y a eu pour les enfants scolarisés, il y a eu l'attentat de Samuel Paty. Il y a eu énormément de choses en fait qui sont extrêmement anxiogènes. Là, je sais que je suis beaucoup appelée pour des difficultés de peur de la mort chez les enfants.
Ils ont peur que les parents, ils ont peur que tout le monde meure à cause du virus, à cause des attentats, à cause de tout ça, des rébellions, des tentatives de suicide, des effractions, à tout ça. C'est extrêmement compliqué. La première chose, en fait, alors ça dépend de comment vous vivez. Pendant le premier confinement, j'avais écrit un pacte de bienveillance qui était remis dans le livre pour justement, voilà, justement réussir à poser des propositions de fonctionnement et de communication dans la famille. Et je vous dirais, la première chose, c'est parler, 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 communiquer, parler des choses, parler des émotions, comment dire, un contexte de famille qui permette à l'enfant de dire les choses. Bien sûr, l'idée, c'est pas d'aller le harceler pour demander est-ce que tu vas bien? C'est plutôt d'être, voilà, si tu as besoin, on est là. Et que les adultes, les parents, montrent l'exemple en disant, bah, aujourd'hui, moi, ma journée, c'est passé ça, et je suis heureuse de ça, et des fois j'ai peur de ça, et c'est ok. C'est vraiment dire les choses, en parler le plus simplement possible, et surtout par rapport à certaines situations, faire appel à un spécialiste quand vous voyez que ça vous échappe, quoi. Ça, c'est très très important. Est-ce qu'on ne risque pas, c'est vrai que effectivement on réalise qu'on demande souvent à l'enfant mais qu'est-ce que tu as fait à l'école, comment ça s'est passé la journée, mais on ne raconte pas nous comment était notre journée finalement. Mais est-ce qu'on risque pas, voilà, c'est une question aussi qui revient souvent, est-ce qu'on risque pas de faire la contagion, enfin de contagieux, je sais pas comment on doit dire, notre enfant. Voilà, contaminer, c'est ça. Moi aussi, je fatigue un peu. De contaminer en fait notre enfant par des émotions d'angoisse, par notre propre. Voilà, si nous-mêmes, par exemple, nous sommes terrifiés, une maman qui me dit par le terrorisme, est-ce qu'on a intérêt à lui dire, bah oui, j'ai peur des gens dans la rue, ou Non, non. Bien sûr que non. J'ai pensé en vous disant ça. Je me disais ça marche bien si les parents en fait sont ok avec leurs émotions. Là, c'est, j'allais dire enfant atypique ou pas. Là, on est vraiment sur une question de relations humaines et d'intelligence collective. C'est si vous, en tant que parent, vous commencez à avoir peur des gens dans la rue, vous craignez en allant à votre travail et vous craignez pour vos proches. Là, c'est à vous de voir en fait comment vous rassurer. Euh, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans quelque chose de simple. On fait de notre mieux en fait. Donc, bien sûr que vous avez le droit d'avoir peur, bien sûr que vous avez le droit de ne pas vous sentir en sécurité. Et effectivement, on va éviter de transmettre cette peur à l'enfant. Toute la difficulté entre la lucidité, parce que votre enfant, il n'y a même pas besoin que vous lui disiez, en fait, il le ressent. Et il va venir appuyer là-dessus et il va être beaucoup plus ingérable que d'habitude par rapport à tout ça parce qu'il va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça va dépendre du contexte. Je réfléchis en même temps que je vous parle parce que c'est une question extrêmement délicate. Ça va vraiment dépendre de la façon dont vous allez en parler. Vous pouvez, pareil, vous poser un soir et discuter, dire voilà, toi, comment tu vis tout ce qu'on est en train de vivre, ce que tu entends à l'école, ce que tu entends à la télé. Moi, je peux te dire que des fois, ça m'arrive d'avoir peur. Des fois. Des fois, je peux être inquiète en croisant des personnes. Ça peut m'arriver parce que je suis un être humain et que j'ai besoin d'être rassurée et que je sais pas trop comment faire. Mais je sais que, et puis vous mettez ce que vous voulez, avec un message d'espoir, c'est mieux que vous le ressentiez, hein, bien évidemment, parce que si vous mentez, en fait, votre enfant va s'en rendre compte. Mais vous pouvez terminer sur quelque chose du genre, mais voilà, mais on s'aime et on a déjà beaucoup de chance d'être ensemble, ou voilà, c'est quelque chose. Mais on est dans une période tellement inhabituelle que c'est normal qu'on soit déboussolé, en fait. Donc après, c'est une question de stade de peur et de stress. On l'a vu pendant le premier confinement, les parents en télétravail et les enfants à la maison, ça a été super compliqué. J'étais écoutante bénévole sur Enfance et Covid. On a eu des appels vraiment, vraiment difficiles à gérer et c'est tout à fait normal. Donc, c'est rappeler que vous êtes un être humain totalement, parfaitement imparfait, j'allais dire, et que oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des angoisses, mais oui, vous allez aussi avancer et vous en sortir parce qu'il y a de la solidarité, parce qu'on est là si vous avez besoin et parce que vous êtes capable de mettre des mots dessus. Après, ce serait du cas par cas, mais vous pouvez dire votre angoisse sans la jeter comme ça, juste dire ben voilà, ouais, moi aussi, ouais, ça m'arrive d'avoir peur.
Mais il y a ça et ça qui me rassure, en fait. Et toi, comment tu te sens? Et c'est en discuter le plus simplement possible. Et puis dire, ben voilà, est-ce que tu as envie qu'on parle avec quelqu'un? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait te rassurer ou comment avancer? Parce que quoi qu'il en soit, cette période, on va la traverser. On n'a peut-être pas forcément tous les outils là pour pouvoir la traverser, mais on fait de notre mieux. Mmh. Merci. Je pense que, alors après, je sais pas si ça rentre complètement dans notre cadre, mais j'ai des personnes qui, en tant que parents, me disaient mais comment gérer nos propres émotions, et même une maman qui me disait mais moi à mon travail, ça devient compliqué parce qu'en fait, je pleure assez facilement, du coup je suis déconsidérée, je travaille dans le social en plus, donc on me considère comme peu forte, comme voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être une vraie question autour des parents eux-mêmes en disant mais comment gérer mes propres émotions, peut-être de colère, voilà aussi. Alors, pour gérer ces émotions, déjà, on commence par les accepter. C'est la première base, et ça, on le voit dans tout ce qui est dans tout ce qui est neurosciences, dans tout ce qui est sophrologie, dans tout ce qui va être hypno, etc. C'est la première chose, c'est mes émotions, j'accepte. J'accepte qu'elles soient là, et puis j'apprends à les reconnaître. Et plus j'accepte, plus j'apprends, plus en fait, au lieu de les fuir ou de les subir, en fait, je choisis de les vivre, et mieux je me sens. C'est moi, j'ai monté un programme de 30 jours pour mieux vivre ses émotions, par exemple, où c'est de l'observation quotidienne de voilà ce qui est mon émotion, voilà ce qu'elle vient réveiller chez moi, voilà ce qu'elle m'invite à vivre, ok ou pas ok. Et après, comme ça, vous pouvez avancer. On n'attend pas de vous que vous soyez imperturbable, certainement pas, mais juste en conscience de vos émotions. La gestion de l'émotion, c'est je suis en conscience de mon émotion, je suis en accord, en acceptation avec mon émotion, et si là je veux pleurer, je pleure et je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Parce que c'est aussi ma sensibilité, c'est aussi mon humanité qui fait que là, je pleure. Je suis capable de repasser à autre chose. Je suis consciente de mes émotions et je suis consciente des émotions des autres. Et je suis capable d'être en interaction avec les émotions des autres sans qu'elles m'atteignent. Ça, si vous avez besoin d'un coup de main, on pourra peut-être en reparler. Merci. Oui, en fait, votre site web, c'est quoi? C'est un site Google, c'est ça? Là, je sais pas si j'ai la bonne adresse, mais je vais la mettre quand même sur le chat, parce que là, de toute façon, en fait, nous arrivons sur la fin de ce webinaire, donc je pense que voilà, c'est bien aussi. Vous parliez de l'importance du sommeil, hein, que tout le monde puisse aller se reposer. Je rappelle en fait le titre de votre livre qui est Ingérable ou atypique, mais je pense que beaucoup de personnes ont pu le lire. Voilà, moi-même, enfant et maman d'atypique, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup plu comme lecture, dans le sens où je me disais voilà, il y a peut-être des choses que je savais déjà, mais les lire, les relire, c'est encourageant, ça nous encourage dans notre posture de parents, ça nous les rappelle, ça nous redonne de la force en fait, du courage, et on sait pourquoi on fait ce qu'on fait en fait. Donc voilà. Je sais pas si vous aviez encore peut-être un aspect à évoquer, ou on a fin. balayé beaucoup de choses, et je vous remercie en tout cas. Merci à tous pour vos questions. J'espère avoir répondu du mieux possible. C'est toujours très difficile, j'allais dire à la volée comme ça, parce que la première chose en fait avec laquelle je travaille, moi, c'est l'intuition et le ressenti avec les gens. Donc c'est vrai qu'à travers un chat, c'est pas forcément évident. Donc j'espère que ça vous aura apporté des outils. Contactez-moi via mon site internet si vous avez des questions pour poursuivre après ce webinaire. Ce sera avec grand plaisir. Mot de la fin, vous m'avez présenté avec émotion tout à l'heure en me disant que je suis quelqu'un qui vit mon rêve. Je vous invite à vous dire que c'est possible que votre enfant vive votre rêve. Vous, déjà, commencez par vivre votre rêve. Oui. Et voilà, vous en tant que parent, parce qu'on vous en demande beaucoup. Donc, réussissez, j'allais dire, à être parfaitement imparfait et à pouvoir vivre le rêve qui vous plaît, et faites confiance à votre enfant pour que lui aussi puisse vivre son rêve demain. Merci Claire. Voilà, donc c'était
un webinaire donc sur la neurodiversité, et nous avons, alors je vais me remettre à côté de Claire, voilà, parfait. Donc nous avons encore eh bien 3 webinaires à venir avec des personnes aussi passionnantes, même si en tout cas je les connais pas tous, mais je fais confiance à l'éditeur. Donc la semaine prochaine c'est sur les éoliennes, la face noire de la transition écologique. Alors j'ai hâte d'entendre Fabien Bouglet nous en parler. C'est mardi prochain, 21h, c'est tous les mardis en fait, donc voilà. Parce que moi je pensais un peu de manière un peu candide que les éoliennes, pourquoi pas finalement, mais voilà, il va nous expliquer en quoi c'est en fait voilà, il y a une face noire, une face cachée. Et puis le 8 décembre, on va parler des reins. Donc là, on part sur un voyage dans notre corps. Nous avons déjà entendu le professeur Joyeux sur le foie, qui est un organe aussi vital. Là, nous entendrons une néphrologue qui s'appelle Corinne sur les reins. Donc voilà. Et puis le dernier, donc qui va être plutôt là aussi un témoignage d'accompagnement d'aidants, de transmission intergénérationnelle, ce sera avec Nathalie Lévy, qui va nous parler de son livre qui s'appelle Courage au cœur et sac à dos, et de la manière dont elle a pu accompagner sa grand-mère, voilà, donc dans les dernières années de sa vie, voilà. Donc, si un de ces sujets vous inspire, vous êtes évidemment les bienvenus. Tout ça, c'est sur la page d'accueil en fait des éditions du Rocher. Donc, voilà, je vous le mets sur le chat au cas où vous soyez concernés par un sujet. Voilà, merci à tous, bon repos, bonne nuit, et puis le webinaire, bien sûr, vous pouvez le revoir, je vous le disais, dès demain. Vous vous connectez sur le site du Rocher, même si c'est vrai que Claire n'est pas éditée au Rocher, mais c'est chez Desclés de Brouwer, mais en fait, je vais vous dire un petit secret, c'est le même groupe. Donc voilà, donc c'est un secret de Polichinelle. Vous retrouvez le replay, donc l'enregistrement de ce webinaire, dès demain sur le site du Rocher, avec votre adresse mail d'inscription. Voilà, merci Claire, et puis bonne soirée. Merci Lucie, merci à tous, au revoir. Au revoir.